On parle beaucoup de data aujourd'hui, les dashboards, les KPI, les outils, tout semble mesurable, analysable et optimisable. Mais si la data ne racontait qu'une partie. Aujourd'hui, je reçois Yann Gabet, ça fait plus de 20 ans qu'il est au cœur de l'innovation marketing et data, depuis les débuts du search marketing jusqu'aux approches prédictives actuelles. Il est passé par de très belles boîtes tout au long de sa carrière que je n'ai pas le temps de préciser aujourd'hui, car ce qui nous intéresse, c'est qu'il est notamment cofondateur d'Origami, où il a contribué à former plus de 1200 professionnels du marketing, entre autres. Aujourd'hui, ces profils sont en poste dans de grands groupes comme Dentsu, Havas, Publicis, Snapchat ou encore la Fnac. Mais aussi dans des centaines de TPE-PME qui font l'économie de la France. Bref, tout le meilleur gratin de l'écosystème. Autrement dit, des personnes qui influencent directement des milliers de décisions marketing et business au quotidien. Dans cet épisode, on va parler des angles morts de la donnée, des illusions qu'elles peuvent créer et surtout ce qui influence vraiment les décisions d'achat. Un échange très concret, très terrain, qui risque de remettre pas mal de certitudes en question. C'est parti. Aujourd'hui, les équipes marketing, sales, voire même des opérations, ont énormément de données, mais passent souvent à côté des signaux les plus importants. Toi, Yann, qui bosse avec la data depuis plus de 20 ans, c'est quoi le plus grand angle mort, voire illusion, que tu vois dans l'utilisation de la donnée aujourd'hui? Bah écoute, l'angle mort principal, je dirais que c'est que on essaye de faire, il y a une espèce de sacro-sainte data où on pense qu'elle va nous donner toutes les réponses à toutes les questions et qu'elle est forcément, elle dit la vérité, alors qu'en fait, très souvent, ce qui pêche, c'est la manière dont elle a été collectée, la réalité qui est derrière cette donnée et tout le contexte dans lequel elle a joué. Donc très souvent, on a tendance à se jeter sur des chiffres, des métriques et tout, mais on oublie dans quel contexte ils ont existé et pourquoi ils sont là. Et donc pour moi, le plus gros angle mort, il est là en fait. C'est d'avoir un peu un pas de recul et de regarder tout ça dans un angle plus large. Tu as vu évoluer la data depuis les débuts du digital, à partir du search jusqu'au marketing prédictif. À quel moment tu t'es rendu compte que les outils ne racontaient pas vraiment toute l'histoire? Parce que justement, au début, on va sûrement se dire, ah, les chiffres sont là, ils disent la vérité, mais on finit par se rendre compte, effectivement, par l'expérience, que c'est pas tout à fait ça. Je veux dire, moi, mon premier client, c'est un client travel, donc voyage. Et clairement, j'ai acheté des mots-clés que les gens tapaient et ils cliquaient dessus. Et il y avait des mots-clés qui ne faisaient pas de vente, mais on savait qu'ils avaient une influence énorme sur les ventes offline ensuite, parce que à l'époque, donc en 2003, je suis plutôt jeune, les gens se déplaçaient, ils allaient en agence de voyage, mais ils avaient cherché d'abord sur Internet. Donc il y avait déjà ce phénomène de repos, là, Research Online, Purchase Offline, qui existait. Et donc, dès le début, on a su que la data racontait pas toute l'histoire. On a essayé de rajouter des données, des couches par-dessus, etc. Et petit à petit, elle raconte un peu plus de l'histoire, parce qu'on arrive à brancher plus de tuyaux, mais, mais on a toujours des trous dans la raquette. Aujourd'hui, en plus, on en reparlera, mais des trous plus juridiques, légaux, etc., qui viennent se rajouter. Et quand tu dis les trous dans la raquette, c'est parce que tu as dit connecter les tuyaux. C'est plus tu avais de sources de données, plus tu étais précis, ou pas c'est pas forcément corrélé à ça uniquement. Parce qu'à cette époque-là, tu avais peut-être aussi moins de pipe de données. Bah, disons que oui, c'est-à-dire à l'époque, on traquait les clics et ensuite les ventes sur le site par des pixels à l'ancienne. Alors, cette donnée-là était beaucoup plus fiable qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de RGPD, il n'y avait pas de consentement, il n'y avait pas tout ça. Nous, on s'embarrassait pas avec ça, hein. C'était, tu prends le pixel et tais-toi, hein. Donc, il n'y avait pas d'histoire. Et donc, du coup, cette donnée-là était beaucoup plus fiable. Les navigateurs ne coupaient rien, il n'y avait pas d'adblocker à l'époque. C'était le paradis de la pub. Et donc, cette donnée était méga fiable. Mais par contre, elle ne reflétait qu'une toute petite partie de la réalité, parce qu'à l'inverse, à l'époque, il y avait peu de gens qui mettaient leur carte bleue en ligne. Et donc, toute la pub qu'on faisait et qui amenait les gens sur les sites pouvait envoyer ensuite vers du offline. Et donc, on manquait une partie de la donnée. Alors aujourd'hui, déjà, les gens font beaucoup plus l'ensemble du funnel online. Déjà, ça, c'est mieux. Et en plus, maintenant, on a des moyens que nous, on n'avait pas pour tracer les ventes offline avec les histoires de caisse, les histoires de bons de réduction, les histoires de commandes, les histoires de machin, qui font, en fait, on arrive à, comme ça, retrouver tout le truc. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, la donnée elle-même, elle est plus très fiable parce qu'il y a plein de barrières qui font que quelqu'un qui refuse les cookies, quelqu'un qui refuse le tracking,
Tout ça, en fait, ça fait des trous, ça fait des zones blanches sur lesquelles on n'a aucune info. La technique elle-même fait que de toute façon, la donnée, elle est pas à 100% fiable. C'est un indicateur. Voilà. Ce n'est pas une valeur absolue. C'est un indicateur. C'est un indicateur de tendance. Ce n'est pas une valeur absolue. On ne peut pas le prendre argent comptant. Déjà, nous, à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, si tu prends les campagnes Meta, les campagnes TikTok, les campagnes Google Ads, les campagnes display, les campagnes machin, par exemple, hein, les emails, et que tu fais la somme des ventes de chacune séparément, tu vas obtenir probablement le double ou le triple des ventes réelles. Parce que tu as forcément des gens qui sont passés par les deux canaux. Et les logiques d'attribution, contribution, tout ça, pour l'instant, en multicanal, ça ne marche pas à 100% encore. Il y en a de plus en plus, ça marche mieux. Aujourd'hui, clairement, la partie qui est la plus finalement fiable, c'est la vision économétrique du terme, ce qu'on appelle le MMM, marketing modeling en fait, et qui va en fait permettre de faire une vision économétrique comme on faisait avant le tracking en fait, qui est quand j'investis ce temps-là, est-ce que ça a un impact et une courbe d'inflexion sur mes ventes? Ça, c'est la manière la plus fiable finalement de mesurer. Mais le défaut de cette manière, c'est que ça veut dire qu'il faut du volume. Tu ne vas pas détecter des signaux faibles avec ça. Tu vas que détecter des signaux forts. Ok. C'est quoi un indicateur que tout le monde regarde pour toi, mais qui donne une fausse impression de performance? Si tu en avais un très concret, par exemple, en tête qui te vient avec un exemple Ah, particulier dans ton parcours. typiquement, alors j'en ai deux en fait. Alors j'ai le truc tarte à la crème qui est le taux de clic, que tout le monde regarde. Ah, j'ai eu un super taux de clic. Ok, les gens ont cliqué, mais est-ce qu'après ils ont fait quelque chose? Donc ça, c'est clairement le truc qui... Et puis surtout, l'impression t'a coûté combien? Parce qu'un taux de clic de 10% versus un taux de clic de 5%, mais si l'impression t'a coûté 4 fois moins cher avec un taux de clic de 5%, à la fin, ton clic, il est moins cher, soit dit en passant. Mais au-delà du taux de clic, en fait, surtout, aujourd'hui, un indicateur qui est vraiment intéressant parce que ça pourrait être un indicateur génial, mais quand il est maltraité, il est nul, c'est le coût par lead. C'est-à-dire que très souvent, on va regarder, ah, ici, j'ai un coût par lead à 3 euros, c'est génial, avant, c'était 6. Ok, mais si tu as 4 fois moins de leads qui convertissent, bah, il valait mieux que tu payes 6, quoi. Et du coup, ça, c'est souvent une erreur qu'on fait, c'est pas regarder ce qui se passe après et pas avoir une vue globale sur le funnel. Alors, heureusement, dans le growth, c'est quand même quelque chose qu'on fait davantage, mais il y a encore des erreurs comme ça où on va mesurer que la première étape du funnel et du coup, bah, forcément, si on ne la met pas en perspective avec la suite du client, c'est une énorme erreur. Avec le recul, si tu reprends tous les leads que tu as vus signer dans ta carrière, il y avait quoi en amont, selon toi, qui pouvait montrer un caractère prédictif, qui montrait déjà qu'ils allaient convertir, mais que personne ne traquait vraiment? Ah bah, c'est facile, hein, c'est la connaissance de la marque. En fait, toper un lead de quelqu'un qui a déjà été touché et qui a déjà été touché dans le sens profond du terme par ta marque, en fait, tu as fait déjà les trois quarts du chemin. Euh, je te balance un formulaire pour télécharger un truc, tu t'enregistres ton email, mais tu me connaissais déjà d'avant et tu avais déjà une image positive de moi, bah forcément, j'ai déjà gagné 80% du chemin. Ah ouais, donc, Sinon, il faut que je fasse le reste de chemin. ah ouais, donc toi, tu mets vraiment le sujet sur la brand, le top of mind, en fait, finalement. Ah, dans les trucs qu'on mesure pas, oui. Tout le reste, à la limite, on pourrait mesurer les choses qu'a fait la personne avant, les machins, même si ce n'est pas toujours le cas, mais les signaux avec lesquels on l'a touché, pourquoi cette personne-là plutôt qu'une autre, etc. C'est mesurable. Mais un truc qui est très, très difficile à mesurer, Hmm. c'est la vision de la marque qu'avait cette personne avant de convertir. Est-ce que tu as déjà vécu des situations où tout semblait bon dans les chiffres, mais où dans la vraie vie, ça ne suivait pas du tout? Bah, en fait, oui, on parlait du coup par lead tout à l'heure, où en fait, tu avais ça qui pouvait arriver, mais sinon, c'est plus dans le travel, où on avait des chiffres d'affaires qui remontaient, qui étaient géniaux, mais en fait, on n'avait pas pris en compte les taux d'annulation, les retours, etc. Et du coup, bah, dans la vraie vie, ça n'avait rien à voir. Après, tu as aussi des phénomènes de cannibalisation où tu as l'impression que le online, ça cartonne, mais en fait, ce que tu n'as pas remarqué, c'est que tu étais en train de bouffer du terrain à un autre canal qui, du coup, qui baisse, lui, de son côté. Et alors, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire, parce qu'en fait, sinon, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Mais, du coup, ta mesure, c'est pas la même. Parce que
c'est pas du chiffre d'affaires additionnel, c'est du chiffre d'affaires qui vient remplacer en partie le chiffre d'affaires que tu faisais avant. Alors, certes, Mhm. c'est de moins en moins le cas maintenant parce que beaucoup se fait online, mais ça peut encore arriver. Avec tous les canaux qu'on peut avoir aujourd'hui, il y en a des nouveaux tous les jours, avec des nouvelles méthodes qui vont avec, etc. Est-ce qu'on comprend encore vraiment le parcours client, selon toi? Bah, pour moi, il y a un truc que Google a sorti ça va faire presque 10 ans, non, peut-être pas 6 ans, 7 ans, qui s'appelait le Messy Middle, Mhm. qui est pour moi l'explication la plus forte de ce type de problématique. Messy Middle, donc du coup, hein, le milieu chaotique, c'était qui disait qu'en fait, on a cette vision de funnel, awareness, considération, ou ARRR, parfaite, un peu idéaliste, mais qu'en fait, quelqu'un qui cherche un voyage je sais pas, quelqu'un qui veut partir en Laponie, il cherche, il prépare son voyage, etc. Donc là, tu es dans le branding, tu es dans la considération, tu avances, etc. Et ça se trouve, au dernier moment, il va tomber sur une pub pour le Danemark. Et il va se dire, ah putain, en fait, c'est pas mal aussi le Danemark. Et il va partir au Danemark. Et en fait, parce que le parcours client, il est complètement chaotique en vrai. On n'a pas hein, le parcours linéaire, il est que dans la tête des marketeurs. Le vrai parcours, il part dans tous les sens. Et surtout aujourd'hui, on est à un clic de tous les concurrents. Donc, du coup, et en plus maintenant, avec les LLM, Mhm. il suffit que quelqu'un utilise GPT pour chercher un truc. GPT va lui proposer des trucs qui, ça se trouve, n'ont rien à voir avec ce qu'on avait prévu nous au départ. Et du coup, ça va faire des conversations en plus et on n'a aucune maîtrise de ce qui se passe dans le LLM en fait. Donc du coup là, le funnel, il est complètement hors de ta portée. Et ça, c'est intéressant, ce nouveau chaos qui vient se rajouter au chaos existant. C'est quoi ton approche marketing, toi, au quotidien, pour pallier à ça, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment à pallier à quelque chose, puisque c'est du chaos. Donc, mais qu'est-ce que tu dirais? Moi, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire, les fondamentaux, c'est quoi? C'est arriver à avoir un positionnement de marque qui est cohérent et qui tient la durée. Matraquer, t'as pas le choix, couverture, répétition. Le biais de la machine à café, c'est-à-dire le truc à force de te voir, tu deviens familier dans mon environnement. Et donc, du coup, bah, finalement, tu mets sympathique. Même si à la base, je ne t'aurais pas supporté, à force de te croiser à la machine à café, tu finis par mettre sympathique. Bah, c'est pareil avec les marques. Pour moi, un des meilleurs exemples, c'est la marque Bonjour, Hmm. qui vend du café. Enfin, ce qu'ils vendent, c'est quand même terrible. C'est un sac avec un substitut de café et des champignons vendus au prix du caviar, quoi. Et sur un format d'abonnement. Ouais. En Et si plus. tu savais le nombre de gens que j'ai vu passer dans les couloirs, etc., avec ce sachet, moi le premier, hein, même moi je me suis fait avoir. Hein. En fait, à force de les voir, à force de les voir tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, bah, tu finis par devenir familier avec eux et ça te paraît une évidence de les acheter en fait. Et je pense que ça, c'est un fondamental absolu. Alors, il faut des moyens, hein, parce que putain, matraquer comme ça a dû quand même leur coûter cher. Il faut des moyens. Ensuite, il faut être capable aussi de transformer ça en quelque chose de durable et d'avoir une lifetime value qui est énorme. Mais aujourd'hui, pour moi, les fondamentaux, c'est capter l'attention des utilisateurs. Alors après, il y a plein de canaux pour le faire. Hein. Ça peut être de la pub sur les réseaux sociaux, de l'influence, de la télé. Mais c'est cette idée de push, en fait, qui reste indispensable aujourd'hui dans une approche marketing, surtout dans le bruit Hmm. dans lequel on existe aujourd'hui. Quoi. Ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que la répétition, c'est quelque chose qui vient beaucoup du monde de la brand, entre guillemets, la com pure, quoi. Alors qu'aujourd'hui, avec tout un peu la com autour du growth hacking, du growth marketing, tout ça, on est plus dans un truc, aussi peut-être avec l'avènement du B2B, tous les SaaS, etc. C'est quelque chose de totalement sous-coté, même au niveau du message. Les gens ont tendance à dire qu'une seule fois le message aujourd'hui et après ils jetent à la poubelle. Alors que si c'est ton core message, il faut répéter que celui-là, même si t'es pas une marque business to consumer, quoi. Et ça t'empêche pas d'avoir une approche qui ensuite est tactique. Ça t'empêche pas de faire du lead, ça t'empêche pas tout ça, mais tu as une espèce de... C'est un peu, alors, je suis désolé pour la métaphore militaire, surtout en ce moment, mais envoyer des fantassins, si t'as pas mis l'aviation et les missiles avant, t'envoies les gens au casse-pipe, quoi.
Mhm. Et en fait, le brand, c'est ça, quoi. C'est carpet bombing, on disait avant dans la pub. C'est, voilà, on couvre tout le monde et on a répété, 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 ce qui fait qu'après, quand tu arrives en territoire déjà conquis, en fait. Ouais. Et du coup, tu ne viens plus que ramasser les fruits que tu as cultivés après. Et ça, c'est le marketing à la papa, c'est le marketing de mon époque, mais finalement, il revient parce que justement, aujourd'hui, c'est tellement facile aujourd'hui de faire du growth, de faire tout ça, c'est devenu tellement facile, tellement à la portée de tout le monde, surtout maintenant avec Cloud Cowork et quelques systèmes comme ça, et Manus, que du coup, bah, les marques qui s'en sortent, c'est celles qui arrivent à se différencier parce qu'elles ont un discours droit dans leurs bottes, qu'elles avancent. Regarde, Anthropic. Mhm. Anthropic, par son image de marque, par son approche, par tout ça et par sa cohérence, ils sont en train de dégommer tous les autres. Donc, carpet bombing. Bombing, comme vous comme, Bombing, on appelle ça ouais, dans les médias. ok, ok, intéressant. Stratégie carpet bombing. C'est pas en ce moment, c'est un peu dur comme image, mais Ouais, ouais. c'est vrai, c'est sûr, c'est sûr. Avec l'IA aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression qu'on comprend, qu'on peut mieux comprendre les comportements, ou qu'on les comprend mieux, ou qu'on complexifie encore plus la lecture finalement? Alors, on complexifie le parcours client parce que du coup, il y a un Mhm. nouveau canal qui s'est greffé au milieu. Hein. Si tu savais, nous, le nombre de gens à qui je demande comment ils nous ont connus et qui commencent à me dire bah, j'ai cherché un organisme de formation dans Claude, dans GPT, dans D'accord. Perplexity. Il y en a de plus en plus. Donc, on est content parce que ça veut dire qu'on sort, hein, ça c'est cool. Et donc, ça complexifie. Mais par contre, à l'inverse, l'IA a permis aussi de faire des choses très intéressantes. Notamment bah déjà d'analyser des données qui ne sont pas du tout structurées et qui sont plutôt des données de langage naturel. Ça, c'était très difficile avant. Maintenant, c'est facile. Typiquement, tu veux comprendre quelle image tu as sur les réseaux sociaux, tu récupères tous les verbatims, tu les passes et tu vas avoir une cartographie hyper simple. Avant, il te fallait un Ouais, abonnement à sémantique. Wattmill pour avoir ça. Ouais. Donc ça, c'est génial. Sur la partie aussi compréhension de l'interprétation que vont avoir les gens des parcours. Alors moi, je ne l'ai jamais fait sur des chiffres, donc je ne serais pas trop capable de te dire en fait aujourd'hui comment ça peut être utilisé. J'imagine qu'il doit y avoir des cas d'usage assez intéressants aussi. Le dernier truc qui me paraît hyper intéressant au niveau de l'IA générative et de son utilisation, c'est les personas synthétiques. C'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser des personas, donc des personas qui en fait qui ont un vrai qui ont un corps. Et on va créer des personnalités et puis on va leur soumettre des landing pages et voir comment ils réagissent en fait. Et par exemple, hein, ou des messages. Mhm. Et du coup, ces personas synthétiques, je trouve que c'est hyper intéressant pour préparer le vrai A/B test terrain et éviter certaines erreurs un peu évidentes que tu n'as pas vues parce que tu as le nez dedans. Et quand tu le lis, ça te paraît évident. Ah bah oui, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Et en fait, ça, c'est génial. Ça, tester son message sur des personnages synthétiques, je trouve que c'est une révolution. Toi, d'ailleurs, tu as enseigné le marketing prédictif. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment prédire le comportement ou on reste dans des probabilités très imparfaites aujourd'hui malgré Alors, toute la puissance qu'on a? prédire, prédire, c'est des probas. Donc, par définition, Ouais. les probas, c'est imparfait. De toute façon, tu n'auras jamais des probas qui sont sûrs. Par contre, on peut affiner le truc aujourd'hui. Le marketing prédictif, c'est assez simple dans le sens où déjà, ça n'utilise pas d'IA générative, etc. Hein, c'est des vieux algos qui existent depuis des années, des régressions, des classifications, etc. Euh, En fait, l'idée, le concept de base, il est simple. C'est j'ai un critère à la fin discriminant. Donc, les gens achètent ou achètent pas, par exemple. Donc, j'ai une variable à la fin discriminante. Et ensuite, j'ai plein de variables explicatives en amont. Et donc, il y a plein de variables qui vont expliquer cette variable discriminante. Et donc, si je prends sur 100 000 personnes, 50 000 personnes qui achètent, 50 000 personnes qui n'achètent pas, ou 10 000 personnes qui achètent et 90 qui n'achètent pas, en fait, que j'analyse toutes les variables qu'il y a avant, je vais trouver des patterns qui expliquent que les gens ont acheté. Donc ça, c'est de la stat. C'est même pas la peine d'essayer d'expliquer ces patterns, et plus ils sont longs, moins tu arriveras à les expliquer. Et ça marche. Du coup, quand les gens commencent à accumuler les variables du pattern d'acheteur, bah là, tu te dis, OK, c'est bon, c'est le moment, j'y vais. Ce qui est extrêmement difficile à calculer là, c'est quel est l'impact marginal que tu as eu. C'est-à-dire, si tu n'avais pas à ce moment-là fait cette pub, si tu n'étais pas intervenu, est-ce que la personne aurait quand même acheté ou pas?
Et ça, aujourd'hui, c'est le truc qu'on oublie. C'est cet impact marginal réel de la créa, en fait, ou de la pub. Et donc, du coup, parce que c'est typiquement l'exemple du retargeting est hyper parlant là-dessus. Tu es allé visiter 10 fois le même produit sur un site, tu as vu une pub de retargeting, tu as cliqué dessus, tu as acheté. Ça marche, c'est prouvé, ça fonctionne, les chiffres sont énormes. Mais sur 100 personnes qui ont acheté via cette pub, combien auraient quand même acheté sans cette pub? Et ça, c'est très difficile à mesurer parce qu'il faudrait faire des tests sur un périmètre donné, avec et sans pub, etc. Et pour l'instant, je n'ai pas vu de protocole de test public qui ont prouvé cet impact-là. Il y en a peut-être, hein, mais moi, j'en ai pas vu. C'est quoi une vérité sur le data marketing que peu de gens sont prêts à entendre aujourd'hui? Bah, tu vois, on a tendance à dire data beats opinion, donc la donnée bat Ouais. les opinions. Donc oui, en effet, si je te montre des données qui prouvent qu'un truc est vrai, c'est là. Mais la vérité aussi qui est unpopular opinion, c'est que je fais dire à la donnée ce que je veux. Et donc, data is opinion à un moment donné. Ça veut dire que si j'ai besoin de prouver quelque chose, je vais toujours trouver une donnée qui me permet de le prouver. C'est un peu le biais de confirmation. Euh, et je peux te donner un exemple. À l'époque où Meta s'appelait encore Facebook, il disait 90%, non, les gens qui sont fans de ta page Facebook ont 90% de chances de plus d'acheter ton produit. Donc, va chercher des fans Facebook. Est-ce que tu n'as pas confondu le symptôme et la cause, tu vois, à un moment donné? Et donc, c'était débile, en fait. Et pourtant, tout le monde tombait dans le panneau. Donc, aujourd'hui, la data, c'est politique. Tu fais dire ce que tu veux à la donnée à un moment donné. Alors après, je grossis le trait, hein. Oui. Il y a des choses, heureusement, il y a des gens sérieux qui se posent sur les choses, mais ouais, c'est vraiment ça, c'est un des éléments clés. Si quelqu'un veut mieux exploiter sa data dès demain, c'est quoi les deux, trois choses concrètes à faire que tu lui proposerais? Moi, je dirais de ne pas s'embarquer dans un projet trop compliqué. Start small. Voilà. Prends les trucs les plus évidents qui ont un impact clair sur les ventes. Les trucs faciles à démontrer. Et pars de ça déjà. Et une fois que ça marche, rajoute petit à petit des choses, rajoute des signaux, rajoute des trucs, et petit à petit, ça va te permettre d'avancer. Et en parallèle de ça, c'est ne fais jamais confiance à 100%. Challenge tout le temps la lecture de ces données. C'est-à-dire, sois critique systématiquement sur ta donnée. Et enfin, investis peut-être dans des solutions intégrées de tracking qui sont fiables, quoi, parce que il y a de tout aujourd'hui. Alors après, il faut suivre l'actualité, hein. La CNIL a annoncé une bombe il y a 2 jours, hein, enfin, ou il y a une semaine là. Ah ouais, j'étais pas au courant. C'est que maintenant, les pixels dans les emails, les pixels d'ouverture, hein, dans les emails, en fait, demandent le consentement explicite de la personne. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit de mettre un pixel d'ouverture dans un mail si la personne n'a pas explicitement autorisé ça, en opt-in. Ok. Donc ça veut dire que maintenant, les données d'ouverture, les taux d'ouverture des emails, là, qui était une métrique quand même assez importante, Mm. poubelle. Donc ça, c'est énorme, c'est une bombe quoi, sur le marché Ah de oui, l'emailing. clairement. Et le seul cas où ils autorisent que ça soit traqué, c'est pour mesurer la délivrabilité. En fait, mais du coup, c'est une donnée complètement anonymisée. Tu sais, quand on envoie des emails, on Ouais, peut ouais, bien savoir sûr. qui a ouvert. On pourra plus. D'accord. C'est pour tout le monde, même le B2B, etc. Alors, c'est toujours pareil avec la CNIL, tu sais, Ouais, c'est jamais ouais. très clair. C'est un truc qu'ils ont annoncé comme ça pendant une conférence à l'Alliance Digitale. Après, je sais pas, Oui, j'ai pas oui. vu le texte encore, donc je sais pas. D'accord, d'accord. Ok. Si tu devais repartir de zéro aujourd'hui avec tout ce que tu sais, tu ferais quoi différemment? Branding, branding, branding. Ouais. Donc tu reviendrais Je, finalement à l'adage que vous aviez avant quand vous étiez en pub. Aujourd'hui, honnêtement, si je repartais à zéro, j'investirais beaucoup plus que ce que je ne l'ai fait sur la marque. Ouais. J'ai beaucoup investi sur Origami, j'ai beaucoup investi sur l'image de la marque, c'est-à-dire son design, etc. Mais très peu sur la manière dont on l'a diffusée. Et il y a plein de façons de diffuser une marque, hein. Il y a
la pub, il y a l'événementiel, il y a le soft power, il y a le fait d'être présent partout, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, une grosse partie de ce qu'on a investi en médias, en acquisition, je l'investirais en fait en branding. D'accord. Et je pense que j'aurais fait de la télé, tu vois. Ok, En ok. floating, hein, Ouais, 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 ouais. sur de la TNT, tu vois, pas des trucs à Watt 1000, mais je pense que j'aurais fait de la télé, tu vois. Là, si je devais revenir ou au moins du YouTube, tu vois, en vidéo, Hmm. en pré-roll, en bombardant, du TikTok en bombardant en permanence, euh, avec une créa différente par semaine, mais toujours avec le même max, en tout cas la même Ouais. image de marque, mais avec des concepts créatifs différents. Ouais, là, je crois que j'investirais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le contenu pour avoir une image énorme, quoi. Ok, donc full awareness en fait. Ok. Après, avec Ouais, tout ce que ça implique avec la marque derrière, etc. Ok, ouais. d'accord. Au vu de ton parcours, tu aurais pu rester dans des postes très confortables. Pourquoi est-ce que tu as décidé de créer Origami? Parce que je sais pas, je dois être masochiste. Euh, non, en fait, en vrai, alors c'est facile à dire parce qu'en vrai, c'est quand tu es confortable que justement tu peux aussi bouger. Euh, le... Tu vois, j'aurais eu du mal à créer Origami quand j'avais du mal à payer mon loyer et que tu vois, ça aurait été compliqué. Euh, Certes, j'ai lâché une énorme partie de mon train de vie, mais je garde un train de vie qui est, somme toute, tu vois, dans la moyenne bien, 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 bien positionné des Français, et ça me suffit, en vrai. Ce qui compte, c'est que quand je vais bosser, tout ce que je fais, je le fais avec un sens. Je croise des gens qu'on a formés et qui me disent merci. Je vois des gens, même s'ils ne me disent pas merci, je vois des gens faire des carrières incroyables, faire des posts sur LinkedIn et s'éclater. Je vois des gens qu'on transforme. Et nous, on ne forme pas, on transforme, quoi. Je vois des gens vraiment qu'on a transformés. Et ça me fait kiffer, en fait. Même si je stresse, même si je suis là, comment je vais payer les salaires à la fin du mois, quelquefois et tout, bah, au moins, j'ai quand même cette idée que tout ce qu'on fait, on le fait dans un sens et c'est intéressant. Est-ce que cette expérience, enfin, qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur les gens que la data ne montre pas? Parce qu'origami, c'est un sujet très intéressant là-dessus aussi d'un côté, parce qu'il y a les soft skills, les hard skills, etc. Euh, pour moi, la phrase qui résume ça, c'est la phrase qu'un humoriste avait sortie, un mec inconnu, un du théâtre de rue, qui m'avait bien fait marrer. C'était votre inconstance en toutes circonstances est pour moi en tout point étrangère. Euh, c'est l'inconstance, en fait, moi, qui est vraiment le truc pour moi clé de ça. C'est qu'en fait, tu peux pas te fier à ce que tu vois autour de toi. Les choses bougent beaucoup, les gens sont pas cohérents, en fait. Et l'humain n'est pas cohérent. Et c'est ça qui fait d'ailleurs sa richesse. Et cette grosse différence avec l'IA d'ailleurs. Euh, le, cette incohérence quelquefois entre un positionnement, une réalité du terrain, une envie, une motivation et ce que tu mets derrière comme énergie pour le faire, un discours et la réalité de ton exécution, un discours un jour, le discours contraire le lendemain. En fait, ça, la donnée, elle ne peut pas mesurer ça. En fait. C'est trop chaotique. Et c'est hyper poétique en fait, comme approche, parce que c'est peut-être le dernier bastion qui nous reste, l'improvisation comme ça complètement inattendue, l'hallucination humaine, qui est qui est juste génial en fait, où tu peux jamais te fier à ce que tu as en face de toi, quoi. Donc ça, je trouve ça. En fait, c'est horrible parce que quelquefois, ça fait des surcharges cognitives, mais c'est hyper intéressant aussi. Ok, top, merci beaucoup. C'était important pour moi de se poser cette question parce que je sais que sur Origami, j'ai croisé moi-même beaucoup de beaux profils qui ont été transformés et de base, la data montrait que c'est pas ce genre de profil qui finit dans certains postes dans ce domaine-là, dans lequel vous formez, et pourtant on arrive à amener des gens qui viennent d'autres horizons et même beaucoup plus que ce qu'on Ouais, pense. ouais, et ton exemple, il est super intéressant par rapport à ce que je disais tout à l'heure au contexte.
C'est-à-dire qu'en fait, on va dire, OK, bah, les gens qui réussissent dans ces postes, c'est des gens qui ont fait bac+5 en école de commerce, sup, machin, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que si tu fais un pas en arrière, tu comprends pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les gens qui sont recrutés par les mêmes gens qui ont fait les mêmes écoles. Et que du coup, bah, forcément, si tu avais mesuré, vu que tu n'as pas d'échantillon témoin, bah, tu peux que te fier à ce que tu vois. Alors qu'en fait, si tu fais un pas de recul et que tu mets d'autres gens bien formés, bien sélectionnés aussi dans le parcours, comme tu dis, tu vois qu'ils y arrivent aussi bien, voire mieux quelquefois. Et du coup, tu as tout à fait raison. C'est un exemple concret de data qui a été mal interprété en fait. Ouais, je m'en souviens beaucoup parce que t'avais beaucoup utilisé cet exemple quand on avait bossé ensemble. Donc, ok, super, merci beaucoup Yann. Merci à toi, Arthur. À bientôt.